Si vous avez vu sur la chaîne la vidéo de test complet du TCL65C89B, eh bien vous n'êtes sans doute pas passé à côté d'une promesse que je vous y faisais, à savoir revenir sur la partie réglage manuel de ce téléviseur. Il y a quand même C89B dans la version 65, j'ai un peu décortiqué en long, en large et en travers avec la vidéo du test complet, la vidéo dédiée aux résultats des mesures pré- et post-calibrage, et puis j'ai aussi, entre guillemets, confronté ce 65 pouces C89B à un 65 pouces OLED G4 que j'ai eu au même moment, et ça a été fait dans le cadre de 2 vidéos en live. Et forcément, il y a eu une émulsion qui s'est créée autour de cela, et il y a eu surtout une émulsion qui s'est créée autour du prix que TCL a pratiqué pour ce téléviseur. Et moi, je l'ai testé en version 65, mais très vite, je me suis rendu compte que les gens se sont massivement tournés vers le 85 pouces. C'est ce qui justifie d'une certaine manière l'attente que j'ai imposée sur cette partie, sur cette vidéo réglage manuel, alors que tout était tourné au même moment que la vidéo initiale, parce que je me suis dit qu'il faut surtout que je sollicite ceux qui l'ont eu dans une plus grande taille. Et c'est pourquoi je fais quand même cette vidéo qui va démarrer un peu sur les chapeaux de roue, puisque c'est un extrait de la première vidéo de test, mais j'entends néanmoins y revenir à l'occasion d'un live, alors aussi vite que possible, selon la disponibilité en fait des différents propriétaires qui sont sur le Discord, des propriétaires, pourquoi pas de 65, de 75, mais aussi et surtout, je pense, de 85 pouces, diagonale pour laquelle on sait que les capacités, les spécificités, les caractéristiques techniques même de la dalle ne sont pas les mêmes que sur la version 65 pouces. Donc ce qui va donner lieu sans doute à des réglages un peu différents en raison de ces caractéristiques techniques mieux disantes pour les versions de plus grande taille. Et une vidéo surtout qui, je l'espère, donc fera appel un peu à un retour collégial dans lequel on va pouvoir échanger et être capable de proposer au plus grand nombre une diversité de réglages, ou en tout cas être en mesure de comprendre un petit peu tout ce qu'il se cache derrière les menus de ce téléviseur qui, encore une fois, représente quand même cette année pour TCL une évolution significative, ce qui ne rend pas cette vidéo que vous allez voir maintenant sur la version 65 pouces caduque, pas du tout. Mon objectif était quand même non pas de vous imposer des réglages, vous faire des recommandations et vous aider surtout aussi à comprendre ce qui se passe un petit peu dans les menus. Donc avant de vous laisser en compagnie du mois du passé, je tiens à apporter une précision importante, à savoir que le téléviseur avait été intégralement réinitialisé. Vous le savez, j'ai pu le tester, le calibrer également pour vous proposer les résultats des mesures pré-cal, post-cal, avec en plus également cette vidéo de duel face au LG OLED G4. Ça a été vraiment un téléviseur que j'ai couvert un peu en long, en large et en travers. En tout cas, pour cette partie ici de réglage manuel, il avait été intégralement réinitialisé. Les profils colorimétriques SDR et HDR obtenus en post-calibrage avaient été supprimés, et donc on est vraiment là à considérer qu'on est sur un 65 pouces sorti de carton. Allez, c'est parti, on bascule après cette longue introduction pour vous expliquer un peu tout cela sur la partie réglage manuel. Alors, donc déjà, vous pouvez cliquer sur la roue crantée de la télécommande et aller sélectionner tous les paramètres. Donc là, vous allez aller dans la partie paramètres, écran et son, et vous allez aller tout en bas et aller dans ces fameux paramètres intelligents. Et vous allez avoir image intelligente et son intelligent. Attention, là je suis volontairement sur la boucle HDR10+ de Spears & Monsil, parce que si j'avais lancé la boucle Dolby Vision, je n'aurais pas eu accès aux 2 menus, j'aurais juste eu la partie son intelligent. Comme je l'ai dit, la partie audio se suffit à elle-même pour pas mal d'usages, rapport au prix du TV, etc. Je trouve qu'on est loin d'avoir des trucs qui sont complètement mauvais, c'est plutôt valable comme qualité audio. Tout ne me convient pas, notamment dès qu'il s'agit de pousser un peu les voix, ça a souvent tendance à écraser un peu le reste. Sur la partie image intelligente, vous pouvez, si vous le souhaitez, laisser luminosité adaptative. Contenu adaptatif, faut dégager parce que ça va vous appliquer des traitements qui, franchement, moi je trouve, ça ne convient pas. Vous pouvez le laisser si vous le souhaitez. Luminosité adaptative, le problème c'est que ça peut donner lieu parfois à des effets de pompage, un peu moins peut-être que par le passé, mais parfois ça peut donner lieu à des effets de pompage sur l'image et c'est pas génialissime. Donc là encore, moi je désactive, mais c'est une indication. Ensuite, vous allez avoir ici la partie température de couleur.
cette partie température de couleur, elle utilise le capteur de luminosité qui, à une époque, c'était juste un capteur de luminosité. Il détectait la pièce est lumineuse, la pièce est sombre, j'augmente ou je réduis tout simplement l'intensité lumineuse du rétroéclairage. Aujourd'hui, température de couleur adaptative va réajuster le réglage du point blanc en fonction de la température de l'éclairage de la pièce. Voilà, donc si vous avez un éclairage plutôt chaud, eh bien, il ira adapter les couleurs du téléviseur. Bon, moi j'y crois que moyennement. D'ailleurs, j'avais eu la discussion avec Marcel de Portrait Display en lui disant: tu penses quoi de ces capteurs? Est-ce que tu trouves que c'est efficace? Lui voit ça comme une fonctionnalité très grand public. Grosso modo, on donne la possibilité au grand public d'utiliser, pourquoi pas, ce type de technologie. Et s'ils sont convaincus, tant mieux. S'ils ne sont pas convaincus, ils peuvent la désactiver. Bon, c'est aussi une façon de voir les choses. Alors on va maintenant mettre vraiment les mains dans les réglages, et encore une fois j'espère que ça va bien se passer et que ce sera visible pour vous. Sachez que là il est en mode sombre, je vais le mettre en mode lumineux, mais avec la luminosité à 20, parce que sinon encore une fois ça va tout arracher. Au niveau de l'image, je mets ça dans mode lumineux parce qu'en fait en mode sombre, je n'ai pas accès à certains réglages, c'est assez étrange mais c'est comme ça. Et on va commencer par aller dans les paramètres avancé de l'image, paramètres de luminosité et local dimming. Le local dimming, pour l'essentiel des scènes, je vous recommande de le laisser activé en fort. Vous voyez, si je change les modes, ça va avoir tendance tout simplement à éteindre la dalle. C'est-à-dire qu'on ne va pas aller solliciter tout le potentiel de ce rétroéclairage du téléviseur. Alors c'est plus ou moins valable cette atténuation en fonction de la luminosité de base de la télé, mais vous pouvez le laisser pour l'essentiel des scènes en fort. Il y a dans ce Blu-ray de Spears & Mansell une séquence où, encore une fois, on voit un ciel, enfin on voit une ville la nuit où, comme je le disais tout à l'heure, on a une multitude de fenêtres éclairées. Ce qui se passe quand on va chercher ce type de réglage avec un réglage fort pour le local dimming, c'est que la dalle va dire « Ok, moi, je vais vraiment gérer toutes mes zones et tout mon boost de luminosité pour apporter le maximum de lumière, maximum de détails notamment et de contraste à l'image. » Et quand on va gérer ce local dimming en mode fort, la scène qui va apparaître, qui est une scène de nuit avec tout plein de points lumineux, des petites lumières, ça va provoquer une image qui semble du coup un petit peu plus délavée que si j'atténue l'intensité lumineuse et que je passe par exemple ce mode local dimming en mode moyen ou en mode faible. Mais ça, on rentre dans une considération des réglages dans ce local dimming si je le mets en mode moyen ou faible que je n'imagine pas n'importe qui aller pour chacune des scènes dans les films appliquer ce type de réglage. Donc ça veut dire que ponctuellement, vous allez accepter peut-être que l'image vous semble peut-être un peu moins bien que ce qu'elle serait si vous alliez comme ça intervenir sur chacune des choses. Vous savez que ça peut être un réglage si jamais, si jamais vous trouvez qu'il y a un truc qui se passe au niveau du rétroéclairage, vous pouvez venir jeter un œil. Moi, je vous recommande de le laisser comme ça en mode fort. Que vous voyez désormais que ici, ici, vous le voyez, on a un réglage désormais qui s'appelle gamma. Ce gamma, si je vais volontairement l'emmener tout au bout à -4, vous voyez que là encore, ça a boosté l'intensité lumineuse de la dalle. En fonction, encore une fois, des images que l'on va diffuser, soit on va être à 0 et on va avoir l'impression, comme ici, là, on se dit « Ouais, ok, cette image, en fait, elle est cool, elle me paraît déjà très bien. » Mais il y a sur d'autres images, dès que je vais aller chercher le mode 1, en fait, ce gamma va aller booster, aller renforcer un petit peu une notion de... Comme si on apportait un peu une touche de noir à l'image, parce que vous regardez, si je le pousse volontairement, vous voyez que l'image, du coup, elle est très obscurcie. Je vais vulgariser un peu ça comme ça. Et donc, pour pas mal de scènes, je trouve que passer le gamma à 1, ça a du sens. 2, pour moi, déjà, c'est un peu la limite, compte tenu du calibrage sorti de carton de ce téléviseur. C'est un peu limite, mais j'ai cru comprendre également, avec les échanges que j'ai pu avoir sur le Discord notamment, que quelques-uns se sont basés notamment sur ce gamma à 1. Donc pour le reste, je n'ai touché à rien d'autre. Encore une fois, si vous souhaitez renforcer les noirs, vous pouvez abaisser ici le curseur du niveau de noir. Si vous pensez que vous trouvez encore l'image un peu trop, entre guillemets, délavée et que vous voulez aller chercher
un petit peu plus de noir. Moi, dans l'uniformité après des contenus, j'ai laissé ça à 50. Mais encore une fois, pour vous montrer un peu l'impact inverse, on voit que boum, ça fait vraiment rehausser l'image. Ça va, je pense, un petit peu trop, soit trop la ternir, soit trop l'éclaircir et finalement l'affadir au niveau des couleurs. Sur la partie couleur, là vous le voyez, le téléviseur je l'ai réinitialisé et donc du coup la nuance des couleurs est en mode chaude -5 à -5 vers le chaud. Ça c'est un long débat, je sais que certains sont gênés dès qu'on bascule en mode film, je rappelle qu'il n'y a pas de mode filmmaker là-dessus, dès qu'on bascule en mode film, le blanc devient un peu chaud, jaunâtre pour certains et ça dérange certains utilisateurs. Voilà. Moi je m'y suis complètement habitué depuis bien longtemps maintenant. Et néanmoins, si vous faites partie de ceux qui sont dérangés par cela, vous pourrez aller donc dans les réglages de couleur et juste passer ça à -4 ou -3. Vous devez le voir ici sur la neige, c'est légèrement jaune et hop, ça devient un tout petit peu plus blanc. Ça va légèrement refroidir l'image, ça va redonner un peu peut-être la vision du blanc que vous vous en faites et ça vous conviendra peut-être un peu plus. Moi, je me suis plus souvent mis à -4 qu'à -3, mais en tout cas, je ne suis jamais allé au-delà parce que j'ai trouvé ça plus juste. Ensuite, on va se rendre dans le menu clarté. C'est là que vous allez retrouver tous les réglages qui sont dédiés à la réduction du bruit numérique, à l'effet de lissage, à la gestion des flous de mouvement, etc. Je sais que certains sont plus ou moins sensibles à l'effet de saccade, certains ils sont complètement allergiques, certains détestent l'effet caméscope, et puis entre tout cela, il y a un peu un monde. Il y a d'abord ce critère qui est la netteté, qui là va servir à faire popper les détails. Là, sur une image arrêtée, on a l'impression que c'est extrêmement flatteur, que c'est génial, etc. Le sujet, c'est que cette netteté, si on la pousse vraiment très haut, ça va avoir un effet pervers, ça peut créer des artefacts. Le téléviseur peut tenter de créer tellement de détails dans l'image qu'on peut avoir des artefacts, notamment dans les objets en déplacement, etc. Et donc là encore, ça n'est pas adapté à tous les contenus et à toutes les situations. Moi, entre 20 et 25, j'ai trouvé que ça faisait très bien le job. Peut-être que là encore, en fonction de vos contenus, de votre perception, vous vous direz, ok, moi je vais plutôt positionner le curseur à tel endroit et à tel endroit. Filtre de bruit MPEG, je n'y ai pas touché. Réduction du bruit, je n'y ai pas touché. Sur la partie lissage numérique, je n'y ai pas touché, mais il faut considérer que chez TCL, comme chez d'autres d'ailleurs, lorsqu'on a des sources dégradées, pour cacher la misère, on va avoir tendance à lisser la vidéo. On a pu comparer lorsqu'on était à Varsovie, Emily in Paris avec un compte Netflix Ultra HD et Emily in Paris avec un compte Netflix de base, et on a bien vu que forcément en Ultra HD c'est beaucoup plus propre, etc. et que en non Ultra HD avec l'offre de base, les détails sont bien lissés, voilà, détails dans les cheveux, des choses assez caractéristiques dans les vêtements, etc. Et en plus, il y a une espèce de boost dans la couleur qui fait tout simplement que ça cache la misère. Pour ma part, c'est pas une reproduction qui me convient, mais c'est comme ça que les constructeurs parfois tentent de sauver les meubles. Ensuite, il y a pour moi le détail qui change tout, c'est effectivement la prise en charge de cette partie Dolby Vision IQ avec cette fonction détail de précision que l'on peut activer ou désactiver. Et alors ça, clairement, il ne faut pas s'en priver. Il faut absolument l'activer parce que pour le coup, ça change tout dans la perception d'image. Ça booste vraiment le niveau de détail dans l'image et c'est très très agréable. Alors attention parce que clairement cette fonctionnalité elle ne peut pas être activée lorsque l'on est dans le mode sombre. Regardez, je vais aller le chercher et vous allez voir que l'option ne m'est plus disponible. Tac, allez hop, paramètres de l'image, paramètres avancés, clarté, voilà. Et là vous voyez, je ne peux plus y aller. Donc en fonction des modes que vous allez choisir, vous pouvez ne pas avoir accès à ce réglage Dolby Vision IQ, Precision Detail, hop, tac, alors pas du tout, là c'était la partie effectivement expert, voilà. Et là il est de nouveau activé. Donc cette option là, c'est celle qui m'a vraiment le plus
convaincu. Alors attention, hein, quand elle n'est pas là, je ne dis pas que l'image devient fadasse et peu détaillée, parce que déjà on n'aura pas que des contenus Dolby Vision qui permettront d'activer ce réglage, mais quand on peut le faire, c'est vrai qu'il y a un petit truc en plus qui fonctionne bien. Enfin, pour conclure, on va avoir cette fois-ci les paramètres de mouvement qui sont liés cette fois-ci à la fluidité de l'image. Alors on a d'abord ce paramètre fréquence de rafraîchissement qui va être soit standard, soit mode performance, qui va être le mode dédié au jeu. Si jamais vous avez une console d'ancienne génération que vous allez brancher, pourquoi pas sur les prises HDMI 3 et 4, ou pourquoi pas sur les prises 1 et 2 d'ailleurs, et que vous n'êtes pas sur de l'Ultra HD 120, vous pouvez forcer manuellement le mode 50-60 Hz et c'est là que ça se passe. La partie amélioration des mouvements, je vais y revenir tout de suite. Accélération dynamique, je ne l'ai pas activé parce que j'ai trouvé que l'impact de ce réglage était complètement discutable. Bon, ça m'a pas convaincu. Donc je l'ai utilisé un petit peu et puis vous le voyez d'ailleurs ici sur ce test qui est sur le Spears Munsil, j'ai toujours autant de saccades sur le contenu ici qui est censé être un contenu 24p et donc franchement voilà, je l'ai pas utilisé ce truc là. J'ai activé en revanche, pour ceux qui le souhaitent, amélioration des mouvements. On a cette logique netteté de mouvement LED qui, on le sait, a tendance également à provoquer un espèce d'effet de scintillement qui n'est pas toujours agréable. Là ici, ça provoque juste une forme d'atténuation de la lumière parce que voilà, c'est l'impact que cela produit sur le rétroéclairage. Et puis vous allez voir que pour autant, voilà, c'est un peu mieux ici sur le contenu. Ça peut commencer à faire la blague, mais vous avez sans doute pu remarquer qu'on a quand même perdu pas mal de luminosité. Ici, je ne suis qu'à 20, bien entendu, je le rappelle, je ne suis pas à 100 pour l'intensité lumineuse. Donc vous pouvez aller chercher si vous souhaitez ce truc-là. Moi, je ne conseille pas. Voilà, c'est pas un truc que j'ai remarqué. Et là, vous avez les différents réglages que je vous ai soumis, que j'ai en l'occurrence considéré comme étant un peu la barrière haute du réglage, parce que vous allez le voir, par exemple ici, la réduction du flou, je l'ai poussé à 4. L'impact, là encore, il n'est pas toujours bien perceptible sur ce que ça fait pas, etc. Bon, au-delà, ça commence à apporter des effets inverses de ce que c'est supposé faire. Donc, du coup, je me suis dit, pour moi, le maximum, c'est 4. Et là, vous devez commencer à voir déjà que ce benchmark, voilà, cette mire ici, d'une certaine manière, est plutôt fluide parce que la réduction des saccades est à 8. Pour moi, c'est le max, c'est vraiment le max. Déjà à 8, sur certains contenus, on a un effet caméscope qui n'est pas agréable. De toute façon, moi, pour mes contenus, je ne le laisserai pas 8 parce que j'accepte qu'il y ait quelques saccades. Mais si je coupe vraiment, si je mets ne serait-ce qu'à 1, vous allez commencer à voir que ici, j'ai vraiment du gros décrochage. Là ici, j'ai vraiment de la grosse saccade sur le contenu. Et donc, du coup, certains pourraient ne pas apprécier du tout ce qu'ils ont devant les yeux. Et alors, comment j'affiche la fenêtre d'information et vous allez voir ici les infos du contenu. On est bien sur un contenu en 3840 par 2160 en 24p et là voilà, quand je suis à 0 avec donc la réduction des saccades coupées, vous pouvez ne pas activer la réduction du flou, ça n'aura pas d'incidence là-dessus si vous la coupez. À 4, 5, déjà, moi, c'est mon réglage. Si j'ai envie d'avoir un truc, voilà, sans trop de saccades, etc., je m'arrête là. À 8, c'est le max pour moi. Vous pouvez considérer que 6, 7, ça devrait être un réglage. Vous voyez, déjà, là, c'est quand même grandement atténué. Le risque, et je suis qu'à 6, c'est grandement atténué déjà cet effet de décrochage. Donc, voilà. Donc, pour moi, pas plus de 8 et vous pouvez vous contenter d'un petit 6 si vous le souhaitez. Mais dans la logique, encore une fois, il faut considérer qu'on va devoir multiplier les contenus et ce sera vous qui aurez le mot de la fin sur vos propres réglages. J'espère néanmoins que ce gros morceau, encore une fois, ce chapitre dédié à ces réglages manuels vous auront aidé, vous auront aidé à trouver le meilleur des réglages pour vous. N'hésitez pas, manifestez-vous dans l'espace commentaire et surtout, si vous êtes propriétaire de ce téléviseur, vous pouvez partager aussi vos réglages, que ce soit dans les commentaires ou sur le Discord.
Et bien voilà, c'est là-dessus que s'achève cette vidéo consacrée donc à mes recommandations, mes suggestions quant au réglage manuel que vous allez pouvoir apporter à ce C89B dans une version 65 pouces, je le redis, vous allez retrouver dans la description tous les liens qui vous mèneront vers le test complet, résultat des mesures, pré-calibrage, post-calibrage, et aussi ces deux vidéos de live dans lesquelles j'ai pu comparer, vous montrer un petit peu les bénéfices des téléviseurs LCD mini LED comme ce C89B par rapport à un téléviseur OLED haut de gamme qui est l'OLED G4, et le test évidemment complet également de l'OLED G4 et lui aussi à retrouver sur la chaîne, et également la vidéo des résultats des mesures. Alors la prochaine étape, c'est un peu ce que je disais, c'est que j'aimerais bien faire cette fois-ci un live avec la communauté Discord qui s'est montrée particulièrement active au cours de ces dernières semaines, et je ne peux que les en remercier, puisque c'est vrai que moi cette vidéo je l'ai tournée avant mon départ en vacances, j'avais une multitude de choses à faire, et puis ensuite ça a été stand-by depuis mon lieu de repos au Portugal, et tout simplement ça a vachement bougé sur le Discord. Je ne peux que vous remercier, puisque je sais que vous me regardez. Alors, après discussion, pour voir qui est intéressé pour participer à ce live et livrer son expérience avec ce TCL C89B. Je l'ai toujours dans sa version 65, je ne vous cache pas que je me suis aussi rapproché de TCL pour essayer d'avoir une version plus grande, parce qu'il semblerait que si c'est massivement ce 85 comme je le pense qui a été vendu, parce qu'on s'est retrouvé avec un 85 à moins de 1400 €, enfin c'est une pure boucherie sur certains sites, et donc du coup je me dis ça peut avoir du sens que de revenir sur ce produit très important finalement, parce que c'est important du côté de chez TCL, marque vraiment une évolution technologique assez majeure, je pense, en 2024, et un rapport qualité-prix assez fou. Donc voilà, n'hésitez pas, dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo, manifestez-vous dans les commentaires ou sur le Discord si jamais l'idée d'un live avec des interactions pour reparler des réglages, mais puis pourquoi pas aussi pour reparler un petit peu de cette expérience sur laquelle on sait que autour de TCL plane encore pas mal d'interrogations, le traitement du processeur. C'est des choses qui ont quand même bien évolué, moi j'en ai parlé notamment dans la vidéo de test, et puis certains évoquent également les soucis de panne. Je sais que certains abonnés de Discord ont été confrontés, ont dû solliciter le SAV, et il semblerait que tout soit rentré dans l'ordre finalement assez rapidement, avec des interventions de la part des équipes valables. Donc là aussi, ça sera l'occasion finalement d'échanger là-dessus. Et puis peut-être qu'on se découvrira finalement un format qui intéressera beaucoup de monde. Et si tout se passe bien, ça pourrait être quelque chose que je vais institutionnaliser, vous savez rien, ou reproduire autant que possible avec la communauté. Moi, j'ai absolument rien contre cela. Et c'est assez intéressant, je trouve, en tout cas pour moi qui reçois un produit qui ensuite repart, d'en discuter plus longuement avec vous qui les avez à la maison plus longuement également. Allez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne, et d'ici là, portez-vous bien. Ciao!